Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je m'appelle Routé, je travaille pour Tamarack. Avant de commencer, j'aimerais faire une reconnaissance territoriale. Je suis située dans l'est de l'Ontario, qui est la terre de Mississauga du Crédit, Anishinaabe. En tant que colonisateurs, nous acceptons de respecter les peuples et les terres et les remercier pour le travail qu'ils ont fait. Alors aujourd'hui, il y a Darlene Gage qui se joint à nous et Jessica Quick, la directrice de Peel Newcomer Strategy Group. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Avant de commencer à entendre nos histoires de durabilité, j'aimerais fournir un peu de contexte pour la discussion. Alors, ce webinaire porte sur la résilience et la pérennité. Il provient du guide que vous connaissez, le guide pour bâtir une initiative collaborative pérenne et résiliente. Si vous avez manqué les 2 webinaires précédents, on peut mettre le lien dans le clavardage. Alors, lorsqu'on parle de la durabilité, on utilise la métaphore d'un arbre. Le tronc, c'est la collaboration, les gens sont la structure et les branches et les feuilles sont les projets, les programmes qui soutiennent les collaborateurs. Et ensuite, on a les racines. Les racines sont le fondement de tout et c'est cela qui mène aux facteurs de pérennité et aux pratiques de collaboration. Et nous soutenons chaque aspect de cet arbre pour qu'il croisse. Alors, nous allons parler de facteurs qui favorisent la durabilité et la pérennité. Ils sont regroupés en 4 catégories. La première, ce sont les gens, les personnes. Alors, qui est impliqué? Ensuite, il y a les ressources, les genres d'investissements qui sont nécessaires, par exemple, qu'il s'agisse de capital humain ou financier. Ensuite, il y a les processus, le comment et le pourquoi. Et enfin, il y a l'impact. Quels sont les impacts de cet effort de collaboration? Vous pouvez trouver plus d'informations sur ces facteurs ainsi que sur les histoires de collaboration dans le guide et nous allons entendre 2 des récits de ce guide. Alors, nous allons commencer. Je vais vous laisser commencer, Darlene. Parlez-nous de vous, de ce que vous faites pour vos efforts de collaboration. Merci, Ruthie. Très heureuse de le faire. Je me joins à vous à partir du territoire des peuples sur Salt Spring Island, en Colombie-Britannique. Transition Salt Spring est une organisation d'action climatique. Nous existons depuis environ 26 ans. Au cours des dernières années, nous avons adopté un rôle de leadership solide dans notre petite communauté qui compte environ 12 000 personnes, mais nous faisons partie d'une région de personnes qui habitent sur la côte et nous commençons à nous voir, ainsi que d'autres organisations, commencer à établir des partenariats afin de lutter contre les changements climatiques. Nous sommes très touchés ici et nous adoptons une approche très, très locale. Eh bien, nous avons un réseau de changement climatique qui comprend environ 50 parties prenantes de la région afin d'examiner le plan d'action climatique qui a été développé il y a quelques années par Transition Salt Spring. Nous avons 250 recommandations pour chaque secteur sur la façon de réduire notre impact climatique et, je dirais, encore plus important, qu'on se prépare en vue des changements climatiques qui sont en train de se produire et qui vont s'aggraver dans l'avenir. Alors, ce réseau d'action climatique, c'est la façon centrale dont nous nous regroupons en partenariat avec les gens dans la région afin de travailler en collaboration à l'aide d'un plan de collaboration sur les changements climatiques afin de mener des projets, faire le plaidoyer et travailler ensemble. Il y a aussi beaucoup d'activités d'engagement des citoyens. Nous avons de petits groupes de volontaires qui proviennent des citoyens qui travaillent à certains dossiers. Par exemple, l'encouragement des plantes natives et puis les véhicules électriques. Nous avons même un café de réparation où on peut réparer, par exemple, les grille-pains qui cassent, tout ce que l'on peut faire pour assurer la pérennité. Nous sommes aussi responsables de la mise en œuvre de certains projets qui visent l'adaptation climatique. Par exemple, dans les forêts, nous aidons les forêts à
devenir plus résiliente, surtout lorsqu'il s'agit de se protéger contre les sécheresses et les incendies. C'est quelque chose qui nous touche beaucoup dans cette région. Alors, nous sommes actifs dans les bois. Les gens pensent qu'on plante des arbres, mais en fait, on en enlève afin de renforcer la forêt et que le soleil puisse frapper le sol de la forêt, ainsi que pour que les plantes puissent croître et assurer l'humidité. Alors voilà les faits saillants de ce que nous faisons. Merci, voici Jessica. Je vais aussi reconnaître les territoires où je me trouve. Je suis dans la région de Peel. Il s'agit des territoires des traités des Mississauga de la Première Nation Crédite. C'est aussi le foyer des peuples Anishinaabe, Wendat, Haudenosaunee et Ojibwe puis Chippewa, ainsi que les Métis et les Mississaugas de la Première Nation Crédite sont les ancêtres directs des Mississaugas de Crédite. Nous essayons de faire du travail pour les nouveaux arrivants. Dans ce contexte, nous pensons à des façons dont nous pouvons commencer à établir des liens plus serrés avec les communautés autochtones ici. Nous sommes un partenariat d'immigration locale. Nous étions les premiers au Canada à former, vous savez, ça a commencé par la conversation. Centraide, dans la région de Peel, à l'époque, avait une conversation et on avait dit à la région de Peel qu'il fallait coordonner le niveau de nouveaux arrivants et d'immigrants qui arrivaient. Il fallait offrir des services, des soutiens. Et depuis 2006, notre partenariat a continué à progresser. Il y a maintenant plus de 80 partenariats d'immigration locale partout dans le pays. Alors, nous sommes très heureux de voir que ce travail se poursuit ailleurs dans le pays. Et cela soutient la connectivité à l'échelle locale. Nous pensons à l'intégration des services. Alors, j'adore le fait que ce travail nous permet de ne pas nous trouver dans un seul secteur, mais plutôt de travailler dans plusieurs secteurs. Par exemple, l'établissement, c'est un concept assez large où la bienvenue des nouveaux arrivants, qu'il s'agisse de résidents permanents ou non, par exemple, les étudiants étrangers. Il y a aussi les visiteurs et les travailleurs temporaires étrangers. Nous sommes financés par le gouvernement fédéral et la région de Peel, ainsi que Centraide du Grand Toronto. Cela nous offre beaucoup de souplesse en matière de collaboration dans tous les secteurs et nous offre des soutiens informels au sein des communautés. Fantastique. Merci à vous deux. J'aime beaucoup que vos stratégies sont intentionnelles. C'est excellent. Alors, qu'est-ce que signifie la durabilité? Comme nous l'avons mentionné précédemment, nous pensons à un arbre, mais ça ne signifie pas que c'est tout le monde qui y pense de cette façon. Alors, Darlene, commencez, s'il vous plaît. Merci, Ruthie. Oui, j'apprécie beaucoup le modèle de Tamarack qui nous permet de penser plus clairement à la façon dont notre pérennité est en train de se faire et si ça fonctionne ou non. Notre groupe évolue. Nous commençons par un concept qui a été articulé par Madame Brown, qui est une militante activiste queer aux États-Unis qui parle de plusieurs choses. Quelque chose qui nous interpelle beaucoup dans ses propos, c'est que le changement se déplace à la vitesse de la confiance. Alors, nous gardons toujours cela à l'esprit. Ce ne sont pas seulement les valeurs, mais aussi les stratégies. Par exemple, est-ce que nous travaillons de façon stratégique? Parce que nous savons que si nous avons de bonnes relations avec les gens et les organisations et entre les organisations, et nous savons aussi que la confiance est sous-jacente à tout cela. Si la confiance est là, les gens vont vouloir travailler ensemble et collaborer. Au début, ils voient peut-être un lien avec leur travail ou quelque chose qui les intéresse, mais c'est la confiance qui nous permet de poursuivre le travail. La confiance dans les relations et la confiance dans le fait que les plans que nous élaborons vont faire une différence, qui sont réels, surtout lorsqu'il s'agit du changement climatique. Tout le monde se demande ce qu'il faut faire. C'est vraiment une menace existentielle. Alors, l'idée que nous nous faisons confiance pour élaborer des plans qui vont faire une différence et pour aider les gens à
pouvoir faire face aux défis qui s'en viennent. C'est la raison pour laquelle les gens continuent à revenir à la table. Voici quelques-unes des particularités. Comment nous mesurons nos efforts? Voilà. Est-ce que nous avons plusieurs volets de financement? Alors, s'il y a un volet qui disparaît, il y en a d'autres. Et nous avons un mélange traditionnel des organismes sans but lucratif, par exemple les subventions, des donateurs individuels. Et ces jours-ci, nous avons le financement qui provient de plusieurs fondations de fiducie au Canada et ailleurs. Il y a moins d'exigences lorsqu'ils nous donnent de l'argent. Et encore là, il s'agit d'une relation de confiance. Les gens disent en gros, nous vous avons rencontré, nous faisons confiance à ce que vous faites, nous allons vous financer. Donnez-nous les grandes lignes de vos efforts et ensuite, peu importe le temps que ça va vous prendre, ça pourrait être 3 ans. Voilà, on va voir ce qui se passe. Alors parlons, présentez-nous certaines de vos réalisations clés, des impacts que vous avez, mais on n'a pas des rapports de masse à faire comme il faut le faire parfois avec les gouvernements. Ce qui est un peu différent chez nous, c'est que nous avons aussi une approche entrepreneuriale et nous l'utilisons pour financer notre travail. Nous menons beaucoup de webinaires, de formations, d'ateliers pratiques. Nous avons des conférenciers et nous avons commencé à demander aux gens de payer ce qu'ils peuvent aborder. Par exemple, les gens peuvent payer quelques dollars ou 200 $ et la moyenne se trouve entre les 2. C'est un modèle qui fonctionne pour nous et qui permet aux gens de nous donner un don en plus de ce qu'ils donneraient généralement afin de soutenir nos efforts. Alors, nous avons plusieurs volets de financement. Nous avons la capacité d'embaucher du personnel solide et de le maintenir en poste. C'est vraiment un élément clé. Embaucher les bonnes gens, c'est les garder en poste longtemps. Nous avons aussi la capacité de continuer à accéder à nos valeurs, l'équité, l'égalité, la collaboration. Nous valorisons nos relations et nous travaillons de façon humaine. Nous essayons de vivre nos valeurs tous les jours pour notre travail, notre collaboration. Et ça finit par être quelque chose auquel les gens veulent vraiment participer. J'aime beaucoup ce que vous avez dit, Darlene. Parfois, on oublie ces éléments. Et vous, Jessica? Oui, j'apprécie beaucoup les propos de Darlene concernant la confiance et les relations. La clé, c'est la clé en collaboration. J'ai un ajout pour la pérennité. Il faut aussi un peu d'élan. Parfois, pour nous, nous nous sommes joints au partenariat d'immigration locale il y a 2 ans et je pense qu'il est important de planifier en se tournant vers l'avenir et de s'assurer de présenter le plan aux parties prenantes afin de montrer le parcours vers l'avenir et montrer où sont les jalons que nous avons pu réaliser. Je pense que cela génère de l'énergie vers des objectifs partagés dans notre programme commun. Je pense qu'il y a différents niveaux de pérennité. En tant que partenariat, nous prenons notre mandat de la communauté ainsi que des immigrants qui desservent les organisations, ainsi que de notre base à Centraide. Alors, le fait d'équilibrer tous ces éléments permet de faire en sorte que nous satisfaisons notre mandat de plusieurs perspectives, y compris, comme Darlene a mentionné, au sein de l'équipe. Nous voulons nous assurer que notre équipe est énergisée et qu'elle est engagée lorsqu'il s'agit de desservir les nouveaux arrivants. Parfois, c'est difficile à quantifier, c'est intangible. Ensuite, pour aller au-delà de notre portée, nous pouvons penser au secteur. Le secteur qui dessert la communauté et qui est sans but lucratif est toujours confronté à des défis au fil des ans. Comment pouvons-nous faire en sorte qu'il y a des efforts de coordination entre les deux? Et comment pouvons-nous assurer un soutien mutuel? Dans la région de Peel, on commence à voir qu'au fil du temps, de plus en plus, les choses commencent à s'agencer. Et nous, on veut s'assurer de pouvoir continuer de l'avant en, euh, dans cette lancée.
Dans un contexte de sous-financement, surtout comparativement aux grands centres urbains qui nous entourent, nous disons que nous voulons aller de l'avant dans nos efforts de collaboration. Merci d'avoir partagé cette information. Alors, lorsque vous pensez à la durabilité, quels sont certains des facteurs clés qui appuient votre travail et quels sont certains des défis auxquels vous êtes confrontés? Alors, je vais commencer par Jessica cette fois. Oui. Alors, si vous ne connaissez pas la région de Peel, elle consiste en 3 municipalités, Brampton, Caledon et Mississauga. Alors, c'est un mélange de rural et d'urbain. Jusqu'à présent, nous avons eu un gouvernement régional, mais cela commence à changer considérablement. Il y a une loi qui a été adoptée au niveau provincial afin de dissoudre ce niveau de gouvernement. Alors, ce changement est en train de nous faire réfléchir à la résilience et à la pérennité et à ce que ça signifie pour les personnes les plus vulnérables dans nos communautés. De plus, dans la planification et la coordination, on commence à se pencher vers notre programme commun dans notre région. On essaie de bien desservir les gens qui ont besoin de nos soutiens. Il y a un sentiment d'adaptabilité qui doit être au devant. Alors, pendant cette transition, j'essaie de me rappeler qu'il faut s'assurer de donner une voix à toutes les parties prenantes. Nous avons un projet qui vise la co-conception d'un modèle de responsabilité pour les services qui soutiennent les nouveaux immigrants. Et c'est opportun. Nous voulons rassembler les parties prenantes pour avoir cette conversation. À quoi ressemble une structure de planification à l'avenir et comment pouvons-nous faire en sorte que toutes les voix seront entendues dans la région de Peel? Un partenaire clé et qui me dit souvent que tout le monde doit se sentir important. C'est quelqu'un qui me plaît beaucoup. Je veux m'assurer que tout le monde, nous voulons nous assurer que tout le monde a l'impression de faire une différence. Alors, comment collaborer et créer cet espace pour donner l'occasion aux gens de se prononcer? Parfois, cela signifie qu'il faut s'adapter. Il y a des points d'entrée, des points de sortie pour différentes parties prenantes qui ne peuvent peut-être pas s'engager à aussi long terme que d'autres. Dans certaines de nos réunions, par exemple, nous avons cerné un thème. Alors, les gens qui ont plus d'expertise ou qui se sentent plus interpellés peuvent participer à ces réunions plutôt que d'avoir l'impression de devoir participer à chacune des 6 réunions par année. Ils peuvent se présenter à une ou à 2 réunions qui les intéressent. Il faut vraiment comprendre les enjeux et les actifs dans la communauté du point de vue organisationnel ou communautaire. Il faut aussi établir des relations afin d'établir la confiance. Darlene, à vous. Oui, merci. Je pense que vous avez parlé de donner une voix aux gens, d'avoir des points d'entrée et de sortie, la co-conception. J'adore que vous vous concentrez sur ces éléments. C'est quelque chose d'important pour nous aussi. J'ai beaucoup d'autres choses à partager. Certains des facteurs clés qui aident à soutenir nos efforts de collaboration. Je pense que je vais répondre aux défis dans la prochaine question. J'ai beaucoup de choses à dire. Nous avons certains défis, c'est sûr. Alors, premièrement, surtout en lien avec ce qu'a dit Jessica, c'est qu'on veut donner une voix à tout le monde et on veut faire en sorte qu'il y ait co-conception. La gouvernance euh, et la collaboration s'appellent la sociocratie. Je pense que Jimmy va mettre un lien dans le clavardage vers une ressource que nous utilisons qui s'appelle sociocratie.org. C'est une façon très structurée de reconcevoir nos systèmes de gouvernance et la façon dont nous nous parlons les uns les autres. Ça me surprend toujours de voir que notre gouvernance qui part du haut vers le bas, où les directeurs sont aux échelons supérieurs et le personnel sont aux l'échelon inférieur, continue d'être la norme de fonctionnement, surtout lorsqu'on essaie de créer de véritables changements de par le monde. Les hiérarchies et les structures de pouvoir sont au cœur des raisons pour lesquelles nous n'arrivons pas à collaborer ensemble aussi bien que nous le pourrions.
C'est sûr qu'il y a des éléments complexes, mais il faut essayer de créer des structures qui favorisent l'équité et les voix. Il ne faut pas nécessairement travailler contre les anciennes structures, mais plutôt créer de nouvelles structures qui vont emballer les gens, où les gens veulent participer. Alors, la sociocratie, c'est une structure qui distribue le pouvoir et la prise de décision dans tous les réseaux, ou même au sein d'une même organisation. Alors, il faut réimaginer le rôle du conseil exécutif, du conseil d'administration, le rôle du directeur général. Et au cœur, il y a la prise de décision par consensus. Alors, demande plutôt, est-ce que vous êtes en désaccord avec ceci? Plutôt que de demander, est-ce que vous êtes en faveur? Alors, ce qu'on demande, c'est est-ce que c'est quelque chose qui vous déplaît vraiment? Alors, on fait le tour de la table pour se parler, pour vraiment obtenir un accord sur une proposition donnée. Ensuite, nous avons une équité salariale. Tout le monde dans l'organisation fait exactement le même montant d'argent, la directrice exécutive, la comptable, le personnel, etc. Alors, nous voyons tous les rôles comme étant aussi importants les uns que les autres. Alors, c'est un élément clé que je vais vous offrir. La façon d'examiner le pouvoir et le fait de savoir que nous pouvons faire les choses en mieux. Nous savons comment le faire. Il faut le faire. Faisons-le. Ruthie, quelque chose à ajouter? Non, j'allais tout simplement dire que j'aime bien cette idée de co-conception où tout le monde peut participer au processus. Oui, alors c'est très, très bien. Oui, quelqu'un dans le clavardage dit que le changement parfois de cette sorte semble un peu bizarre, mais nous allons nous tourner un jour vers cette génération et on va se demander qu'est-ce qu'on faisait avec toutes ces anciennes structures qui perpétuaient l'iniquité. Nous nous concentrons aussi sur les relations. Nous faisons de notre mieux de résoudre les conflits dès qu'ils se présentent. Ce n'est pas toujours facile, mais nous essayons de continuer à se retrouver à la table pour résoudre les conflits. Nous avons des ententes de groupe en place pour savoir comment nous allons nous parler, comment nous allons agir de façon respectueuse et travailler ensemble de façon respectueuse. Nous nous y référons régulièrement. Nous avons aussi nos valeurs affichées sur le mur. De cette façon, quand nous nous rencontrons, nos valeurs sont au cœur de ce que nous faisons. Elles sont articulées dans le réseau auquel nous faisons partie. Ça parle de la tête, du cœur et des mains et du besoin d'égaliser les choses, de se concentrer sur notre tête, notre cœur et ce que nos mains font. Et ce, de façon égale. Souvent, on se concentre sur nos têtes et sur nos mains et on oublie le cœur. Alors, on essaie de valoriser ces trois éléments de façon égale et on essaie d'en parler régulièrement. C'est en quelque sorte un appel à l'action à vivre nos valeurs. Pour ce qui est de ce que nous faisons, nous essayons de mener des engagements communautaires. L'an dernier, nous avons eu un festival des arts sur le changement climatique. Notre organisation essaie de bâtir la résilience des forêts tout en menant des festivals qui permettent de mobiliser des gens qui ont trop peur des incendies pour y penser, mais qui pourraient vouloir se présenter à un spectacle d'art ou une présentation d'art. Nous participons à une organisation qui s'appelle Démocratie, Démocratie en ligne. C'est une plateforme qui nous a permis de lancer notre plan d'action pour mobiliser les gens afin qu'ils fassent de bons choix. Ça permet de leur montrer où s'en vont leurs dollars. Nous avons eu une adoption communautaire d'environ 10 et ça prenait environ 30 minutes à remplir en ligne, mais la plupart des gens l'ont rempli. Parce qu'on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas tout se permettre. Alors, s'il faut faire des choix concernant les transports, la nourriture, l'énergie, où est-ce qu'on ferait nos choix? Alors, on donne une voix aux citoyens dans notre plan d'action. Nous avons aussi créé un plan d'action local grâce à des bénévoles. Nous avons beaucoup de doctorats dans notre communauté. Alors, nous leur avons demandé de nous aider. Ils ont passé environ 1 an et demi à travailler
à un plan d'action climatique très, très local. Alors, c'est quelque chose qui a permis d'autonomiser les gens qui y ont travaillé et ce n'était pas quelque chose qui était créé par le gouvernement. Pour beaucoup de personnes, je pense que ça fait une différence lorsqu'ils savent que ce sont des citoyens qui ont préparé un plan pour et avec la communauté et que la communauté a fourni des rétroactions. Je pense que c'est quelque chose qui fournit beaucoup plus d'occasions aux gens de se sentir interpellés, mobilisés. Nous nous concentrons sur des menaces imminentes. Vous savez, on dit qu'il faut engager les gens au niveau émotionnel pour qu'ils fassent des liens. Et nous, on utilise un peu la peur, je l'admets. C'est la première chose. On essaie d'utiliser 25 de peur et ensuite 75 de solutions. Voici ce que vous pouvez faire. Voici comment vous pouvez faire les choses. Alors, nous les sollicitons en leur disant qu'ils doivent protéger leur maison contre les feux, bâtir plus de résilience dans leur cours et ailleurs. Et ensuite, on les garde mobilisés grâce à des solutions auxquelles ils participent activement. Nous avons aussi la volonté de faire des erreurs. C'est un autre avantage d'être un organisme à but non lucratif. Nous sommes prêts à prendre des risques. Alors, nous nous concentrons sur la collaboration et nous essayons de ne pas faire en sorte que nos erreurs et nos conflits posent des obstacles et on essaie de continuer à établir des liens avec les gens. Je pense que c'est important parce que, par exemple, quand je suis trop épuisée, je me tourne vers les gens avec qui j'ai une relation, en qui j'ai confiance et ça m'aide à me revigorer. Alors, cet aspect de pérennité permet aussi euh, de favoriser la pérennité. Nous faisons des erreurs, nous nous appuyons pour nous relever. Ensuite, j'ai deux autres choses. Ravie, heureuse de pouvoir parler de ces éléments. Nous sommes encore en train d'apprendre. Nous sommes toujours en train d'apprendre, en fait. On ne fait jamais, on ne dit jamais qu'on sait tout, mais encore, comme nous sommes prêts à essayer des choses, lorsque quelque chose ne va pas, on le laisse de côté et on essaie quelque chose de nouveau. On n'a pas beaucoup de bureaucratie et cela nous donne beaucoup de liberté. Nous nous basons sur les données. Vous savez, quand on dit qu'on fait des erreurs, eh bien, il faut se baser sur les données. Nous avons aussi de l'information sur les impacts climatiques. Nous venons de publier un bulletin sur ce qui se passe et sur nos progrès dans chacun des secteurs vers notre plan d'action et ses objectifs. Alors, ce n'est pas seulement quelque chose de merveilleux où tout va bien. Nous nous assurons que nos impacts, que notre travail a les bons impacts et nous le mesurons. Enfin, je veux parler de l'engagement actif et continu au niveau politique. Il y a les preneurs de décision et le personnel à notre table de collaboration. Je pense qu'ils aiment s'impliquer dans ce genre de choses parce que c'est le travail qu'ils devraient être en train de faire. Nous comblons un écart que les gouvernements locaux devraient être en train de satisfaire parce que nous avons une structure en silo ici en Colombie-Britannique. Alors, le secteur privé, pardon, le secteur sans but lucratif a décidé de combler les écarts. Mais les politiciens aiment être à la table, être impliqués avec nous. Il y a eu des élections locales et nous avons animé des forums en ligne pour tous les candidats afin de leur poser des questions liées au climat. Alors, nous faisons attention à nos efforts de plaidoyer parce que nous sommes un organisme caritatif, mais nous reconnaissons qu'il faut faire pression auprès de nos décideurs et politiciens parce que ce sont eux qui peuvent faire la différence grâce à leur politique. Notre rôle, c'est d'avoir une relation avec eux, de toujours pouvoir les appeler, de demander une réunion avec les preneurs de décision locaux, mais ils savent aussi que nous allons les pousser sur certains fronts afin de poursuivre ce travail.
Alors voilà, c'est tout pour l'instant. Oui, alors j'ai une question du clavardage avant qu'on la perde. Darlene, vous aviez mentionné qu'il y a les valeurs dans les efforts de collaboration. Oui, et qu'arrive-t-il si ces valeurs disparaissent? Eh bien, nous essayons de nous en rappeler parce que nous ne répondons pas tous les jours à tout ce que l'on veut faire. Nos valeurs sont aspirationnelles. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait toujours au quotidien à 100. C'est la raison pour laquelle nous affichons nos valeurs dans notre espace. Souvent, nous y faisons référence avant de commencer pour rappeler les gens. Il s'agit de rappeler les gens qu'il faut essayer de faire de notre mieux et de respecter nos valeurs. Oui, alors vous m'avez fait penser à la confiance. Dans vos collaborations, avez-vous eu des instances où la confiance a été brisée? Comment avez-vous géré cette situation? Jessica, lancez-vous. Eh bien, parfois, c'est la façon dont les choses sont structurées. Ce n'est pas un enjeu de confiance interpersonnelle, mais c'est peut-être qu'on ne sait pas nécessairement qui est le propriétaire d'un problème. Alors, il y a du travail à faire dans les coulisses. Un exemple, pour un résident non permanent, cette personne n'est pas financée pour obtenir les soutiens d'établissement. Par exemple, les étudiants étrangers se retrouvent sans service. Vous avez probablement lu les articles dans les médias. C'est en fait tragique de voir les profils démographiques changeants des étudiants étrangers. Ils n'ont pas nécessairement l'argent à leur disposition comme les cohortes d'il y a même 10 ans. Cela signifie que beaucoup des enjeux sont différents. Il faut donc avoir une responsabilité pour certains des avantages économiques apportés par ces étudiants étrangers, mais il faut aussi être responsable du bien-être de ces gens qui viennent chez nous en tant que jeunes adultes et qui ont besoin de plus de soutien. Mais ils ont un taux d'imposition plus élevé lorsqu'il s'agit des frais de scolarité et d'autres. Ils n'ont pas la possibilité de poursuivre des options de travail en raison des études et ils subissent beaucoup de pression car il y a des attentes qui sont placées sur eux. Alors, je dirais que c'est vague, à savoir qui devrait avoir un rôle plus important dans cet espace. Nous sommes chanceux. Nous avons de véritables dirigeants dans la communauté qui se sont mis de l'avant et ont dit, nous voyons ces problèmes dans les services sociaux et nous avons besoin de mettre sur pied un projet d'impact collectif. Alors, notre groupe de Peel avait mené une évaluation des besoins. Mais pour qu'on puisse aborder ce problème d'envergure, ce serait trop pour notre petit organisme. Alors, il faut penser à quels éléments on peut prendre en main et comment on peut établir la confiance et comment on peut progresser dans le domaine que l'on choisit. Alors, on essaie de choisir des domaines qui s'alignent sur notre rôle actuel et sur nos priorités et on essaie d'examiner les niveaux, les paliers de gouvernement pour voir qui d'autre pourrait jouer un rôle et comment nous pouvons établir des liens de confiance les uns avec les autres, et ce, autour d'un enjeu que nous sommes en train de découvrir. Nous avons rencontré certains défis récemment à cet égard. Darlene, alors Ruthie, la question portait sur lorsque la confiance est rompue, n'est-ce pas? Bon, je vais vous donner un exemple. L'un des impacts du changement climatique, c'est lorsque les gens dans un secteur traditionnel, par exemple l'industrie de la foresterie, eh bien, les choses changent rapidement. On reconnaît l'empreinte des forêts, les changements climatiques. Alors, dans notre communauté, on parle des forêts et du besoin de les protéger et de s'assurer qu'elles sont résilientes. Les gens qui ont toujours travaillé dans la forêt en coupant des arbres se sentent menacés par nos efforts.
Alors, ils nous attaquent dans les médias sociaux, parfois c'est personnellement et parfois c'est dans la communauté et ces gens sont à la table, ils font partie de cet effort de collaboration. Les gens qui sont dans les industries traditionnelles qui pourraient, devenir désuètes. Alors, pour nous, ce sont des partenaires. Mais pour nous, je parle encore de relations. Lorsque ces gens sont en colère, déçus et ne se sentent pas autonomisés, nous devons faire preuve de compassion et trouver des façons de garder les lignes de communication ouvertes. Nous devons continuer à les appeler et aller leur parler quand on les voit dans la communauté. Il faut continuer à les contacter parce que lorsque les choses brisent, par exemple la confiance, on s'en va dans nos espaces et ça prend vraiment beaucoup d'efforts pour, passer outre de nos sentiments de rejet, pour ne pas prendre les choses personnellement et pour reconnaître qu'il est plus important de continuer à travailler ensemble et qu'il faut vraiment persévérer. Alors ça prend beaucoup de travail personnel et collectif comme organisation pour qu'on puisse s'appuyer les uns les autres afin de pouvoir faire preuve de compassion avec nous-mêmes et avec les autres. Oui, ça revient à cette nature humaine que vous avez mentionnée tantôt. Bon, je sais que vous en avez parlé un peu, mais quelles sont certaines des choses, qui, qui permettent d'améliorer la pérennité? Jessica? Eh bien, on pourrait d'abord penser au financement et aux ressources nécessaires pour, le fonctionnement, mais je commence à penser que les ressources pourraient prendre différentes formes. Par exemple, le pouvoir des gens, c'est ce qu'on essaie de trouver la plupart du temps. Alors cela pourrait prendre la forme, des stages, des stages, et on peut aussi se demander comment l'expérience de travail pourrait ajouter à la croissance et être bénéfique. Nous avons eu beaucoup de soutien gratuit de la part de consultants qui sont étudiants et je pense qu'il y a eu de bons échanges à cet égard. Alors nous pensons aux endroits où nous pouvons, interpeller les gens. Ensuite, il y a aussi les services informels. Dans notre travail, nous nous penchons sur les services dans la communauté et nous nous demandons si nous offrons les bons services aux immigrants et aux nouveaux arrivants. Mais il y a aussi les soutiens informels, par exemple les groupes axés sur la foi, les gens dans la communauté qui ne savent peut-être pas qu'ils ont un rôle à jouer dans l'accueil des nouveaux arrivants dans leur communauté. Et j'ai bien aimé l'exemple de Darlene et le Festival des Arts, la parade. Parfois, on peut négliger ces possibilités de vraiment fournir des soutiens informels. Par exemple, santé mentale. Oui, nous essayons de faire beaucoup de travail intersectoriel pour faire progresser la santé mentale des nouveaux arrivants, mais où est-ce qu'on pourrait démocratiser certains des outils liés à la santé mentale, qu'on ne se fie pas seulement aux cliniciens, mais qu'on ait aussi les outils permettant aux gens de faire le travail eux-mêmes et quels outils peut-on partager avec les autres? On veut aussi examiner comment on peut faire croître certains projets à l'échelle. Par exemple, dans certaines situations, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de ne pas perdre de vue nos objectifs, mais comment est-ce qu'on peut avancer légèrement dans un sens, dans une direction différente que ce que l'on aurait pensé? Darlene, vos réflexions. Oui, un peu comme l'a dit Jessica, la démocratisation, le fait de mettre à l'échelle, que ce soit élargir ou réduire. Par exemple, pourquoi est-ce que les conseillers doivent être des personnes professionnelles hautement payées, alors que nous pouvons nous fournir du counseling de pair à pair ou entre voisins ou autres gratuitement? Alors,
Nous essayons de prendre ces grandes idées liées à la gestion de la forêt, à la résilience contre la sécheresse, au niveau des voisinages. Alors, dans votre quartier, comment pouvez-vous examiner l'écosystème qui s'y trouve et travailler de façon active pour le rendre plus sain, afin qu'il soit plus résilient à la sécheresse et au feu? Alors, les gens doivent se salir les mains, travailler ensemble, il faut connaître ses voisins. De cette façon, lorsqu'il y a des urgences, on a déjà établi des relations de confiance avec nos voisins. Et on le fait parce qu'on travaille, on est dans un milieu plus rural. Mais une chose qu'on a apprise de la COVID, c'est que nous avons besoin les uns les autres. Et parfois, c'est épuisant lorsqu'on n'a pas de lien ou de relation avec d'autres êtres humains. Nous voulons donc mobiliser les gens sur ce qu'ils peuvent faire, les uns avec les autres, et dans leur propre vie concernant le changement climatique et dans le travail plus formel. Je ne sais pas si tout le monde le dirait, mais nous le faisons. Nous essayons d'avoir ces conversations avec nos collègues. Nous essayons de décoloniser notre esprit et nos pratiques et nos esprits. Et je parle de cette idée de colonialisme où on s'épuise, on travaille jusqu'à l'épuisement, on se pousse aussi fort que l'on peut. On essaie de ne jamais être en retard parce que cela signifie qu'on est une personne terrible. Alors moi, je parle ici parfois de suprématie blanche ainsi que de colonialisme. Ce sont ces idées qui nous poussent à dépasser un point où nous nous sentons en vie, joyeux dans notre vie, en santé, heureux. Je ne dis pas qu'il faut être heureux tout le temps, ce n'est pas ça que je dis. Mais en ralentissant un peu, en apprenant nos erreurs, en se concentrant sur nos relations, sur notre lien avec la Terre, ces idées décolonisatrices vont nous permettre de faire du travail, plus pérenne. Parce qu'on ne peut pas abandonner, c'est la menace, ultime de nos vies et si on fait en sorte que les gens s'épuisent, et s mais si ça ne marche pas, mais si on permet aux gens de travailler dans ce domaine qui les intéresse, même si c'est à salaire un peu, moindre, eh bien, c'est une bonne chose. Nous avons parlé de certains des défis et je dirais que le conflit interpersonnel, c'est l'un de nos défis. Nous sommes passionnés, nous avons des idées passionnées et malgré les structures de pouvoir qui permettent à certaines personnes de prendre des décisions, et malgré ce que nous faisons maintenant dans nos cercles de décision, nous avons quand même des conflits. Alors, nous continuons à essayer d'être là les uns pour les autres, à faire preuve de compassion envers nous-mêmes, envers les autres, et de résoudre les conflits à mesure qu'ils se présentent. Je l'ai déjà dit, je le sais, mais pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de la vie normale. On n'a pas de baguette magique pour tout régler. Il faut faire le travail. Oui, dit Routé. Parfois, on oublie, on est tellement concentré sur le petit bout qu'on est en train de faire qu'on oublie qu'il y a toutes ces autres choses. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour vos efforts de collaboration? Ce qui nous aide, à nous éloigner de la perfection, comme l'a mentionné Darlene, et des idéaux qui n'ont peut-être pas de lien avec nos valeurs. Il s'agit de penser à la façon d'équilibrer notre vision, ce qui nous passionne, et de prendre cette vision, de la modifier et d'apprendre des gens que nous rencontrons, d'être ouverts aux autres. Surtout dans un effort de collaboration, nous voulons aller de l'avant, mais nous voulons aussi aller de l'avant avec les autres. Parfois, ça signifie qu'il faut penser à ce qui est possible et pérenne, et comme Darlene l'a mentionné. Pour notre collaboration et pour moi personnellement, ça signifie parfois qu'il faut s'ajuster, qu'il faut ajuster ses priorités de façon pragmatique. Alors, en gros,
se mettre de côté du temps pour des choses qui sont très ennuyeuses, mais qui sont importantes pour nos efforts de pérennité. S'assurer de prendre le temps pour les rapports qu'il faut faire et la budgétisation et prendre du temps pour la mobilisation des parties prenantes et d'autres activités qui nous motivent personnellement. Il faut s'assurer d'avoir un équilibre entre toutes ces choses. Alors, en pensant à ce qui est possible, tout en essayant d'atteindre nos valeurs idéales dans notre travail, cela nous permet d'avoir un sentiment de calme, de tranquillité. On ne s'en va pas vers l'épuisement, quelque chose que l'on voit souvent dans le secteur des organismes à but non lucratif. Mais les gens voient l'énergie, voient qu'il y a un élan et voient qu'on peut travailler ensemble. Darlene, eh bien, nous allons lancer notre bulletin d'action climatique et nous allons l'utiliser comme un tremplin pour continuer à nous concentrer sur notre plan d'action climatique au sein de la communauté et pour redynamiser les gens. Le rapport a été lancé il y a 2 ans, alors nous voulons garder l'élan. Nous allons aussi l'utiliser comme un tremplin pour notre travail de plaidoyer lorsque nous rencontrons les parties prenantes importantes qui sont responsables de faire en sorte que différents secteurs réalisent leurs objectifs. Par exemple, le secteur des transports. Et on s'assoit avec eux en personne pour avoir ces discussions. En fait, les gens qui sont responsables des transports dans notre communauté, il y a une infrastructure et d'autres niveaux de gouvernance. Eh bien, ces gens-là sont à la table avec nous. Ils font partie de notre réseau. Nous avons déjà des relations avec eux dans le cadre de notre collaboration, mais on va leur montrer notre bulletin. On va dire, pas suffisant ici. Il faut continuer, il faut avancer. Alors, ce genre de séance où on continue à mettre de la pression tout en restant gentil. Nous essayons de vivre nos valeurs. Lorsqu'il s'agit de décoloniser notre pratique, nous allons nous ralentir. Nous allons nous ralentir au cours de l'été, prendre un peu de recul, comme Jessica l'a mentionné, examiner les éléments ennuyeux, vous savez, et faire la planification, la réflexion, les rapports, la budgétisation, etc. Tous ces éléments qui parfois sont laissés pour compte lorsqu'on veut faire les autres choses qui nous intéressent. On planifie aussi notre temps de réflexion et notre retraite annuelle pour le personnel de notre organisation et nos bénévoles. Ce n'est pas nécessairement un effort de collaboration, mais c'est un rassemblement qui nous permet de réfléchir, de planifier, de passer du temps ensemble, d'apprendre, d'établir des liens et de renforcer nos relations, de faire des changements aux besoins et de parcours aussi. Voilà. Merci à toutes les deux. Bon, si vous avez des questions, je dis à l'auditoire, si vous avez des questions, vous pouvez les soumettre dans le panel. Alors, on a une question. Dans votre plan d'action climatique très, très local, est-ce que cela comprend les connaissances écologiques traditionnelles autochtones et les peuples de la côte Salish? La réponse, oui. Auparavant, on n'établissait pas de relation, pas parce qu'on n'en était pas conscient, mais c'est parce qu'il y avait des complexités liées à la situation dans notre territoire traditionnel. Il y a 13 nations qui sont chez eux sur ce territoire. Alors, comme nous ne sommes pas, comme nous sommes seulement un organisme sans but lucratif et pas un gouvernement, nous n'avons pas de relation avec les nations, mais on ne peut pas avoir de relation avec d'autres organisations et d'autres individus. Alors, le plan d'action climatique, depuis sa diffusion, a permis d'essayer d'établir des liens avec les aînés, avec des organisations dans cette région qui appellent ces terres leur chez eux. Nous les encourageons à revenir à leurs terres, à marcher sur leurs terres ensemble avec nous, à nous enseigner au propos de leurs terres, à, à s'occuper des forêts, à partager ensemble
J'espère que le travail que nous faisons s'est vu reflété dans les valeurs et dans l'importance de nos relations. Nous tirons certains éléments des connaissances autochtones que les gens ont été assez généreux de partager avec nous. Alors, nous reconnaissons pleinement que c'est du travail qui ne sera jamais complet, que c'est du travail qui prendra du temps. Il faut décoloniser notre propre esprit pour se présenter de façon avec tout notre cœur lorsqu'on rencontre les aînés et les gardiens du savoir et qu'ils partagent certaines connaissances avec nous. Alors, il reste beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Jessica, y a-t-il des façons dont votre plan comprend des connaissances autochtones traditionnelles? Oui, nous avons un collectif avec le Centre des victimes qui ont été torturées et nous essayons de penser à la façon dont nous pouvons faire en sorte que les nouveaux arrivants se renseignent sur les communautés autochtones à leur arrivée. Je sais qu'il y a eu des éléments de la vérité et de la réconciliation qui cernent la citoyenneté et certaines des paroles qui sont utilisées dans les cérémonies de citoyenneté. Et il y a des apprentissages qui pourraient être davantage intégrés dans les programmes d'enseignement de la langue, par exemple. Alors, on essaie d'établir des relations. Nous sommes en train de mener un forum sur le bien-être. Aujourd'hui, nous avons un conférencier qui a présenté l'accueil autochtone et je pense que c'est vraiment quelque chose qui a un impact. C'est lorsque les peuples autochtones font cette présentation eux-mêmes. Oui, c'est vrai. Merci. Alors, récemment, on a dit que la région de Peel allait être dissoute et que ce sera les trois régions séparées. Votre travail regroupe beaucoup de gens. Est-ce que vous parlez dans votre collaboration comment les choses, les responsabilités vont changer d'épaule parfois? Oui, nous avons ce projet que nous animons avec le Centre pour les recherches communautaires. Nous espérons avoir ces discussions de planification concernant une structure de planification pour les nouveaux arrivants à Peel, surtout dans ce nouveau contexte. Qui seraient les meilleures parties à prendre en charge ces fonctions, ces rôles et comment pouvons-nous avoir des conversations ouvertes? Il ne s'agit pas d'une seule entité qui ferait tout, ça pourrait être multiples entités qui s'en occuperaient. Par exemple, l'engagement des parties prenantes, la diffusion d'informations, le recueil des données, les recommandations, les aiguillages et les voix dans le plaidoyer. Qui serait le mieux placé pour s'occuper de cet élément et comment est-ce que tout cela pourrait se retrouver sous un parapluie? Alors, oui, nous sommes en train d'examiner notre identité aussi. Il est très intéressant de se rendre compte que le gouvernement régional nous avait liés ensemble. Alors, il faut se demander qu'est-ce qui va nous maintenir ensemble. Et je pense que cela va découler des conversations et d'autres occasions, de participer aux discussions sur le sujet. Oui, ce ne sera pas seulement la région de Peel, ce sera ailleurs aussi. Ils sont en train d'en parler. Bon, je regarde le temps rapidement. Quels conseils donneriez-vous, aux gens dans leur parcours, de pérennité? Qu'ils commencent ou qu'ils soient à mi-chemin? Darlene? Oui, c'est, complexe, hein, comme question parce qu'on a tous notre propre parcours. Quand je travaille avec des organismes plus grands, parfois je me sens découragée parce que j'essaie d'apporter un sentiment de changement ou un sentiment que ma voix peut pousser le changement. Mais je dirais que l'urgence, de nos crises intersectionnelles, pas seulement le climat, mais les inéquités, les inégalités. Je pense qu'il y a toutes sortes de facteurs qui entrent en jeu. Nous devons agir. L'univers en a besoin. Alors,
Si vous vous êtes si vous êtes inspiré à apporter des changements au sein de votre organisation, mais que les choses, ont toujours été faites d'une certaine façon, il y a tellement d'exemples partout dans le monde de la façon dont les choses ont pu changer. Il ne faut pas rester dans nos anciens paradigmes. Il ne faut pas accepter que c'est ainsi que les réunions sont gérées, que c'est ainsi que les décisions sont prises. On peut changer les choses, ça prend du courage, on ne peut pas le faire seul, il faut trouver des co-conspirateurs pour faire le travail. Le changement doit se faire de façon respectueuse, on ne peut pas l'imposer aux gens, mais c'est cela qui rend le travail, valorisant. Il faut continuer à travailler, continuer à s'améliorer, continuer à avoir des impacts et chaque matin, quand on se réveille, on se dit qu'on est emballé à l'idée de faire ce travail parce que c'est mieux, on l'a travaillé et ça va mieux. Alors, concentrons-nous sur les gens, sur l'établissement de la confiance, sur les autosoins, les soins des autres et sur nos valeurs. Si ça veut dire qu'on va démanteler les façons traditionnelles de faire les choses, eh bien, les gens changent. Voilà. Jessica, rapidement. Darlene m'inspire tellement. Je suis vraiment heureuse d'entendre ce qu'elle a à dire. Je me rappelle toujours de laisser les autres diriger. Parfois, il pourrait sembler qu'il y a de la concurrence, mais il faut peut-être le voir comme on change, on se passe le flambeau, le relais. Alors, c'est à qui le tour? Dans la région de Peel, nous avons un secteur sans but lucratif qui travaille en partenariat, qui n'a pas peur de se compléter et de travailler ensemble, tout en comprenant que chaque organisme a son propre rôle. Et c'est sûr qu'il va y avoir, des choses qui vont aller dans un sens puis dans l'autre, mais nous avançons toujours dans la même direction. Merci tellement d'avoir partagé vos histoires. Merci d'avoir parlé de vos efforts de collaboration et de votre parcours de pérennité. Merci à tout le monde qui a participé. Bon, cet enregistrement sera envoyé avec des liens et des ressources qui ont été discutées et Jamie a envoyé un formulaire de rétroaction. Alors, merci beaucoup. C'était une vraiment bonne discussion. Je suis généralement dans les coulisses, mais j'étais heureuse de participer à cette discussion avec vous aujourd'hui. Alors, passez une belle journée tout le monde.